Il faut tout d'abord féliciter et remercier les copains de l'Institut Smolny, du collectif Smolny, d'avoir pris cette initiative de publier les œuvres complètes de Rosa Luxembourg. C'est vraiment une initiative formidable et politiquement extrêmement importante. Dans le passé, les éditions des écrits de Rosa Luxembourg semblaient annoncer ou coïncider avec une montée des luttes, des révoltes, des mouvements révolutionnaires, etc., en France, en Europe, dans le monde, les années 60-70. J'ose pas espérer, mais peut-être cette édition-là annonce peut-être quelque chose pour l'avenir. En ce moment, on ne le voit pas encore, mais bon, peut-être, on verra à nouveau. Quand on publie Rosa Luxembourg, bon, c'est à nouveau un intérêt pour Rosa Luxembourg, ça annonce quelque chose de positif. Mais bon, on verra si c'est vraiment le cas ou pas. En tout cas, c'est une très très bonne initiative. Bon, évidemment, je ne pourrais pas parler sur les 4 volumes. Je vais dire un petit mot sur ces volumes sur l'école, à l'école du socialisme, et un petit mot sur la brochure Junius. Bon. Alors, comme l'a dit Eric, ces volumes sur l'école du socialisme, c'est très intéressant. C'est vraiment de textes, tous sont inédits en français. On découvre tout un pan de la vie, de l'œuvre, la pensée de Rosa Luxembourg, qui était pas connu en France en tout cas. Bon. Je ne résiste pas à la tentation de vous raconter ma rencontre avec Rosa Luxembourg. Bon, pas physique, parce que je suis vieux même à ce point-là, mais en rêve. Alors, l'année dernière, j'ai eu un rêve où je rencontre Rosa Luxembourg, dans l'école, justement, l'école du parti. C'est pour ça que je demande ça. Bon, alors, c'est quoi les rêves? Je commence en parlant à moi-même et je me dis, j'aimerais tellement rencontrer Rosa Luxembourg. Comment je pourrais faire pour rencontrer Rosa Luxembourg? Et j'ai réfléchi, je me dis, il y a une méthode, une machine à voyager dans le temps. Et comment on fabrique une machine à voyager dans le temps? Alors, je prends le livre de H.G. Wells, qui s'appelle La machine à voyager dans le temps, et j'étudie la recette, comment on fabrique cette machine. Et voilà, je suis l'instruction de Wells, et je construis ma machine, un grand truc comme ça. Et voilà, et quand tout est prêt, je entre dans ma machine, et il y a un bouton qui dit lieu géographique, je mets Berlin, et un bouton qui dit année, je mets 1910, je me rappelle. Bon, 1910. Et voilà, hop, on tourne la manivelle et la machine part. Hein. Bon, elle traverse le siècle et elle atterrit à Berlin en 1910. Et voilà, donc je descends de la machine, je marche dans Berlin. Bon, il n'y avait pas encore de voiture, il n'y avait que des carruages, c'est très beau. Je vais au siège du parti. Et j'entre et je dis, camarade, vous savez où est la camarade Rosa Luxembourg? Alors on me répond, elle n'est pas là à ce moment, alors où est-ce que je peux la trouver? Elle est à l'école du parti. Ah, alors c'est où l'école du parti? Évidemment, elle n'est pas à Berlin. Enfin, dans mon rêve, elle est à Berlin. Donc on me dit, ben, vous traversez le jardin, vous allez à gauche, etc. Vous allez la trouver. Bien, donc je suis les instructions, je fais un tour et tout ça. Je demande encore des gens dans la rue, etc. Et voilà, j'arrive à l'école du parti. Bien. J'entre et qui je vois? Rosa Luxembourg, hein, toute jeune, belle. Hein. Elle est là, en chair et en os. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas en train de donner un cours, elle distribue des tâches. Alors elle dit à un camarade, toi camarade, tu prends cette pile de tracts et tu l'amènes à l'usine telle. Hein. Alors le camarade va avec le tract. Et un autre, et toi camarade, tu prends cette pile de livres et tu vas les vendre à l'université, dans la cour de l'université. Bon, il prend le livre, il part. Après, elle me voit entrer, elle dit, et toi camarade, tu prends cette autre pile de livres et tu l'amènes au premier étage à la bibliothèque. Bon, alors je prends la pile de livres, tout content, je monte au premier étage, et quand je descends, elle me regarde comme ça longuement, et elle voit d'abord que je ne me connais pas, et ensuite que je suis habillé d'une façon bizarre. Mais pas celle de 1910. Alors elle dit, qui es-tu, camarade? Je suis embarrassé, je dis, mais camarade Luxembourg, si je vous dis la vérité, si je te dis la vérité, on sait tout toi, camarade, si je te dis la vérité, tu ne vas pas me croire.
Elle dit, non, non, je crois, dis-moi, qui es-tu, d'où viens-tu? Je dis, je suis un homme du 21e siècle et je suis venu ici avec une machine à voyager dans le temps. Ah, alors dans mon rêve, elle me croit. Ah bon, tu es un homme du 21e siècle. Oh là là, c'est intéressant ça. Dis-moi, camarade, c'est comment la vie au 21e siècle? Alors je me dis, qu'est-ce que je vais lui raconter? Qu'est-ce que je vais inventer, hein? Mais pas trop la trister. Hein? Je vais inventer n'importe quoi. Je dis, écoutez, camarade, c'est pas très différent de maintenant. Hein? C'est à peu près la même chose. Hein? Ça n'a pas beaucoup changé. Alors elle est très étonnée. Elle me dit, mais comment? C'est vrai? C'est drôle. Hein? J'aurais imaginé qu'en un siècle, ça changerait complètement. Hein? Vraiment, très étonnant. Et elle continue à me regarder et je me dis à moi-même, maintenant, elle va me dire, bon, mais puisque tu connais tout, ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Et je ne peux pas lui dire, c'est trop triste. Et là, je me réveille. Voilà, c'est la fin du rêve. Bon, passons maintenant au texte sur l'école. Hein? Et je voudrais juste commenter un petit passage qui me semble illustrer, disons, une certaine démarche de Rosa Luxembourg par rapport à l'économie, la société et l'histoire. C'est un texte sur l'esclavage. Ce n'est pas un texte qu'elle a écrit directement, c'est un texte qui correspond aux notes prises pendant son cours par Rosie Wolfstein, qui était une de ses élèves les plus attentifs. Bon. Et ça concerne les révoltes d'esclaves. Et ça concerne Spartacus. Spartacus. Alors, évidemment, c'est intéressant parce que quand Rosa Luxembourg, Liebknecht et ses camarades ont créé une organisation révolutionnaire, internationaliste, anti-guerre en Allemagne, ils l'ont nommé Spartacus Bund, Ligue Spartacus. Donc, il avait un rapport, hein, quand même, avec Spartacus. Alors, voilà ce qu'elle dit dans ses cours sur l'esclavage, hein, qui date de 1912-13. Alors, elle commence en disant, ces révoltes d'esclaves ont échoué parce que leurs revendications ne s'appuyaient pas sur les tendances du développement économique. Les tendances du développement économique menaient l'Empire romain au déclin, hein, à la catastrophe. Donc, il n'y avait pas, il n'avait pas un appui, disons, dans les tendances de l'économie. Mais ces révoltes sont quand même très importantes et elles détaillent, année par année, toutes les révoltes d'esclaves, évidemment, en mentionnant, en soulignant l'importance de celles dirigées par le célèbre Spartacus. Hein, le célèbre Spartacus. Et qu'est-ce qu'elle dit sur ces révoltes d'esclaves? Et les révoltes d'esclaves sont les premières immenses luttes des classes de l'histoire mondiale contre les oppresseurs. Hein? Les premières immenses luttes des classes de l'histoire mondiale contre les oppresseurs. Donc, il y a deux choses. Bon, d'une part, oui, du point de vue économique, de l'analyse matérialiste, historique, oui, ils étaient voués à l'échec, mais du point de vue, disons, de l'histoire de lutte contre l'oppression, ils sont des pionniers, ils sont les premiers, hein, donc ils sont nos ancêtres. Hein. Donc il y a disons, une dissociation, hein, entre le fait que économiquement, historiquement, ils étaient voués à l'échec, et en même temps, ils sont quelque chose d'extrêmement important parce qu'ils ont ouvert cette longue histoire de la lutte des opprimés contre les oppresseurs, les immenses luttes de classe de l'histoire mondiale. Voilà, donc ça explique, disons, un peu pourquoi son organisation s'est appelée la Ligue Spartacus. Bon, donc c'était juste une toute petite remarque que je voulais faire sur ces livres qui est vraiment très, très intéressant. Bon, mais je veux m'étendre un tout petit peu plus sur la brochure Junius. Hein. La brochure Junius, ça s'appelle comme ça, les titres, en effet, c'est des crises de la social-démocratie, la crise de la social-démocratie, signée avec un pseudonyme, parce qu'elle était en prison. Donc, elle savait que si elle signait avec son nom, on lui ferait un nouveau procès, encore des années de prison. Donc, elle a signé avec un pseudonyme qui était Junius, pseudonyme d'un écrivain du XVIIe siècle, anti-monarchiste, etc. Bon. Donc, cette petite brochure est vraiment un texte capital.
un texte capital. Et je pense que Eric et Julius Schusville, qui est présent ici. Julien. Julien. Salut. Pardon, pas Julien. Ils disent quelque chose dans leur introduction que je trouve très juste. Cette brochure est un second manifeste communiste. Un second manifeste communiste, celui de l'époque impérialiste. Je trouve que c'est très juste. C'est vraiment peut-être les textes les plus importants du marxisme révolutionnaire, textes politiques, disons, après les manifestes communistes. C'est la crise de la social-démocratie. Bon, qui est un livre sur la crise du mouvement social-démocrate qui a capitulé devant la guerre impérialiste, mais c'est une réflexion plus générale sur qu'est-ce que c'est la guerre, qu'est-ce que c'est l'impérialisme, et sur l'histoire. Une réflexion sur l'histoire que je trouve extrêmement importante. Et comme vous savez sans doute, c'est dans cette brochure qu'apparaît la célèbre formule « socialisme ou barbarie ». Hein? Alors, je voudrais vous lire juste le paragraphe où ça apparaît et faire un petit commentaire. Hein? Voilà. Alors, donc, ça apparaît au début, hein, dans la première section, et ça apparaît avec une affirmation qui n'est pas exacte, hein, elle est inexacte, mais enfin, où Rosa Luxembourg commence comme ça en disant « Friedrich Engels a dit un jour que la société bourgeoise était placée devant un dilemme, ou passage au socialisme, ou rechute dans la barbarie. » Bon. Engels n'a pas dit ça exactement. Hein. Je cherchais longuement pour trouver Engels. Non, dans l'anti-Düring, il y a une phrase, bon, Engels dit, si on ne veut pas que les forces productives reculent, etc., bon, il faudrait que le socialisme triomphe. Bon, c'est pas tout à fait ça. Hein. Donc, la formule socialisme-barbarie, c'est pas Engels, c'est Rosa Luxembourg. Enfin, elle cite Engels pour, disons, donner une référence marxiste classique, mais enfin, c'est elle qui a inventé ça. Et elle continue. Hein. Alors, que signifie rechute dans la barbarie à notre niveau de civilisation en Europe? Un coup d'œil autour de nous nous montre ce qui signifie une rechute de la société bourgeoise dans la barbarie, cette guerre mondiale. C'est là une rechute dans la barbarie. Les triomphes de l'impérialisme conduisent à l'anéantissement de la civilisation. Bon, ici je fais une petite remarque sur la traduction, qui est excellente. Hein, la traduction de ce volume est excellente. Mais là, il y a une toute petite, même pas une erreur, mais disons une petite chose qui n'est pas tout à fait exacte. Les mots qu'emploie Rosa Luxembourg ici n'est pas civilisation, c'est culture. Culture en allemand. Le terme culture en allemand a un sens très particulier qui n'est pas identique à celui de civilisation. Au début du paragraphe, elle parle de civilisation. Quand elle parle, qu'est-ce que c'est la rechute de la barbarie dans notre niveau de civilisation, là c'est civilisation. Mais après, ça vient culture. Bon, mais c'est un détail, hein, c'est vraiment pas très important. Et elle continue, donc, voilà ce qu'annonçait Friedrich Engels une génération avant nous, voici 40 ans, mais c'est pas Engels. Ou bien triomphe de l'impérialisme et décadence de toute civilisation, encore une fois c'est la culture, et comme dans la Rome antique, le dépeuplement, la désolation, la dégénérescence, un grand cimetière, ou bien victoire du socialisme, les combats conscients du prolétariat international contre l'impérialisme et la guerre. Bon, voilà, voilà le célèbre passage où apparaît cette formule. Alors, il y a plusieurs choses importantes dans ce passage. Hein, qui, je souligne encore une fois, c'est une nouveauté, si vous voulez, des Rosa Luxembourg, parce que ce n'est pas Engels qui dit. Bon, premièrement, cette compréhension que la barbarie, il n'y a pas que la barbarie de tribus germaniques ou autres choses préhistoriques, non. Il existe une barbarie moderne. Il existe une barbarie moderne. Hein. On pourrait même dire une barbarie civilisée, entre guillemets, hein, paradoxalement, qui est ce qu'on est en train d'assister hein, en Europe pendant ce moment, la guerre. Hein. Ultra moderne, avec des tanks, des avions, enfin, l'industrie militaire la plus avancée, la technique la plus avancée, bon, avec le soutien de toute l'industrie moderne, chimique, métallurgique derrière, etc., etc. Bon, donc c'est très moderne, cette barbarie, mais c'est de la barbarie. Ça, c'est un concept nouveau. C'est pour ça que la comparaison avec Rome, elle est un peu bancale, c'est-à-dire,
c'est pas vraiment comme à Rome, dans la Rome ancienne. Hein. La Rome ancienne, bon, effectivement, quand le barbare germanique sont débarqués, bon, ils ont pillé, ils ont mis les feux, bon, c'est une fête, etc. Bon, c'est pas la même chose. C'est une barbarie moderne, hein. Terrible, terrible. Donc, avec 1000 fois plus de dégâts et de morts et de massacres que tout ce que les petites tribus germaniques ont pu faire, ce n'est rien du tout en comparaison. Bon, donc voilà un concept nouveau aussi, celui du barbarie moderne, qui est présent dans ce passage. Bon, et puis, ce qui est important ici, c'est la rupture avec une certaine idéologie du progrès inévitable. L'histoire comme progrès inévitable. Hein. On va toujours de mieux en mieux, hein, jusqu'à ce qu'un jour, bon, on débarque dans le socialisme. Bon. L'idéologie du progrès est d'origine bourgeoise. Bon, c'est Condorcet, bon, Auguste Rouen, j'en passe des meilleurs, mais elle a été, disons, elle a contaminé une bonne partie du mouvement ouvrier, surtout de la social-démocratie, mais aussi après le mouvement communiste. Bon. L'histoire, c'est l'histoire du progrès. Hein, et on va inévitablement vers le lendemain qui chante, bon, l'accumulation du progrès. Bon. Donc là, il y a une rupture. Hein, c'est-à-dire, les progrès, entre guillemets, peuvent conduire à la barbarie. La civilisation débouche sur la barbarie. Hein. Donc c'est paradoxe. Il y a une rupture, hein, une espèce de cassure avec cette idéologie d'origine bourgeoise du progrès linéaire qui va toujours vers le mieux, plus de démocratie, plus de liberté, plus de socialisme, etc. Donc ça, c'est la première, disons, cette espèce de philosophie de l'histoire à contre-courant, disons, de Rosa Luxembourg dans ces textes. Bon, autre chose importante, c'est la rupture avec une certaine vision économiciste qui allait ensemble avec cette théorie du progrès, et notamment l'idée que le capitalisme va s'écrouler de lui-même, victime de ses contradictions internes, etc. Bon, il va mûrir de plus en plus et un beau jour, il va tomber, hein, comme un fruit. Bon. Donc les contradictions internes du capitalisme conduisent inévitablement, nécessairement, à son écroulement, Zusammenbruch. Hein. Ça revient dans tous les textes de la deuxième année, y compris chez Rosa Luxembourg, hein, y compris dans les textes, certains des textes économiques de Rosa Luxembourg. Cette idée de l'écroulement économique inévitable du capitalisme. Et là, c'est disparu, hein, c'est plus question de ça. Bon. Donc, troisième chose importante, c'est une conception dialectique de l'histoire comme processus ouvert. Un processus ouvert, un processus incertain. Incertain. Donc, l'avenir n'est pas déterminé d'avance, ni par les lois de l'histoire, ni par les lois de la dialectique, ni par les lois de l'économie, ni par rien du tout. Elle est une histoire ouverte, où à un certain moment, il y a des bifurcations. Je vais reprendre le terme de Daniel Bernstein, bifurcation. Donc, les révolutionnaires, c'est quelqu'un qui doit travailler pour l'incertain. C'est un terme de Pascal, aussi repris par Lucien Goldman, repris par Daniel Bernstein. Donc, les révolutionnaires, c'est celui qui travaille pour l'incertain. Donc, c'est très important. Très important. Donc, l'histoire n'est pas écrite, c'est à nous de l'écrire, hein, et elle est ouverte. Hein, elle peut aller vers le socialisme ou vers la barbarie. Ce n'est pas dit d'avance. Et ça dépend de quoi, hein, si ça va vers le socialisme ou vers la barbarie, eh bien, ça dépend de nous. Hein, c'est ça, ça dépend de nous. Nous qui, ben, nous, les exploités, nous, le prolétariat, nous, l'avant-garde, les partis, etc. Bref, ça dépend du facteur subjectif. La conscience des classes, l'organisation, l'initiative, le courage, la foi, tout ce qu'on veut, les facteurs subjectifs qui va faire tomber la balance, on a dit, d'un côté ou de l'autre. Donc ça redonne aux facteurs subjectifs une importance beaucoup plus grande, hein, beaucoup plus grande que dans les conceptions traditionnelles où bon, la conscience des classes résulte elle-même du processus économique de concentration du prolétariat, et plus le prolétariat concentré, plus il est conscient, etc. Bon, bien, non. Hein, donc il y a cette autonomie, disons, relative évidemment du facteur subjectif qui en dernière analyse va décider de quel côté dans cette bifurcation
de quel côté va avancer ou ne pas, ou reculer, avancer le processus historique. Donc voilà, je pense que la brochure Junius, et notamment ces paragraphes-là qui parlent du socialisme barbarie, sont vraiment un tournant dans l'histoire du marxisme, du socialisme au XXe siècle. Vraiment un tournant. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît là. Hein. Dans la formule socialisme-barbarie, dans la nouvelle conception de la barbarie moderne, dans cette rupture avec l'idéologie de Freud, bon, il y a un tournant. Donc ces textes sont vraiment très très importants. Et vous avez eu raison de dire que c'est le nouveau manifeste communiste du XXe siècle. Bon. Et voilà, donc je pense que ça vaut la peine de le relire. Hein, voilà, profitez que maintenant il y a une nouvelle édition, une nouvelle traduction, de le relire, de l'étudier, de les discuter dans les contextes historiques en rapport avec les autres écrits de la même époque, un peu avant, un peu après, qui ont été réunis par nos amis du Smolny dans ces précieux volumes. Hein. Donc ça permet de, disons, réfléchir et de se faire une idée de, disons, de ces contextes dramatiques où Rosa Luxembourg a écrit. Bon, comme vous savez, les mots d'ordre socialisme-barbarie a inspiré un courant intéressant de la gauche révolutionnaire en France, hein, qui s'appelait, une revue qui s'appelait Socialisme Barbarie. Bon. Donc, il y a toute une histoire, disons, de ce mot d'ordre, comment il a été reçu, comment il a influencé dans la pensée révolutionnaire en France. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire, juste deux mots, n'est-ce pas, pour vous inviter à acheter et à lire ou à relire les écrits de Rosa Luxembourg, et notamment ceux deux-là, mais évidemment les autres aussi sont intéressants. Je n'ai pas le temps de parler de tout le volume, mais notamment ceux deux-là, et notamment la brochure Junius de 1916, qui est un texte capital. Voilà, merci beaucoup. On peut passer au dialogue. On passe au dialogue. Bon, elle ne concerne pas vraiment les livres qui sont là, mais enfin, c'est pas grave, hein, parce qu'on va discuter du Rosa Luxembourg en général. Bien. Bon, le problème, disons, la discussion avec Lénine, c'est pas tellement une discussion sur l'interprétation de la Révolution française. Hein, c'est pas tellement ça l'enjeu. L'enjeu, c'était si le marxiste du XXe siècle, disons, peuvent ou doivent s'inspirer de l'exemple de Jacobin, hein, si c'est un exemple positif ou pas. Hein. Bon, alors là, effectivement, il y avait deux positions différentes. Lénine trouvait que, sur certains aspects en tout cas, les Jacobins étaient un exemple intéressant, dont on pouvait s'inspirer, mais évidemment, un Jacobin d'un type différent de celui du XVIIIe, un Jacobin lié organiquement à la classe ouvrière, chose que les Jacobins n'étaient pas. Donc Lénine écrit, je ne sais pas si dans le Kéfer, dans un pas en avant, deux en arrière, il disait, bon, oui, le jacobin, pourquoi pas, mais un jacobin lié organiquement aux travailleurs, au prolétariat, à la classe ouvrière. Donc ça, c'était une vision. Et Rosa Luxembourg et les jeunes Trotsky, les deux, au contraire, ils disaient, non, le modèle jacobin ne nous convient pas, il ne correspond pas à l'esprit démocratique, révolutionnaire du mouvement ouvrier, du socialisme. Donc, c'est une erreur. Hein, c'est une erreur. Et vous avez tort de vous inspirer de cet exemple qui n'est pas celui qui correspond aux traditions et aux pratiques du mouvement ouvrier. Hein, voilà. Donc, il y avait un désaccord, pas tellement sur l'interprétation de la Révolution française, mais sur le fait si on devait ou pas s'inspirer du modèle jacobin. Bon, moi, personnellement, je pense que Rosa Luxembourg avait raison dans cette polémique. Hein. Effectivement, je pense que le modèle jacobin ne correspond pas à celui du parti révolutionnaire marxiste. Hein. C'est un autre modèle, hein, un autre type de pratique. Donc, je pense qu'elle avait raison. Maintenant, sur la question nationale, là, par contre, je suis d'accord avec vous. Hein. Je pense qu'effectivement, c'est Lénine qui avait raison dans cette polémique. Bon, je l'ai écrit. Bon, je pense que c'est vrai que les droits d'autodétermination des nations étaient la réponse correcte à ce problème. Cela dit, je pense que Rosa Luxembourg avait raison sur un point d'insister et insister à nouveau sur les dangers mortels qui représentent les nationalismes
pour le mouvement ouvrier, pour la gauche, pour la lignée du socialisme. Hein. Donc, elle insistait constamment sur ça, sur le poison nationaliste, comment lutter contre le poison nationaliste dans le mouvement ouvrier, parce que le mouvement ouvrier était détruit par le poison nationaliste. Donc, sur ce point, elle avait raison de tirer la sonnette d'alarme. Mais bon, je pense que Lénine avait raison de dire, bon, il n'y a pas d'autre réponse possible aux revendications nationales que ce ne soit pas une réponse les droits démocratiques à l'autorité. Bien. Maintenant, la République démocratique allemande. Alors ça, c'est curieux. Alors, disons, dans un premier moment, à la glorieuse époque stalinienne la plus directe, les autorités étaient très embarrassées. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec Rosa Luxembourg? Parce que d'une part, bon, c'était la fondatrice du Parti communiste allemand, une martyre, une héroïne, mais ses écrits sont quand même très gênants hein, pour le régime, comme vous avez vu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié un volume des écrits choisis de Rosa Luxembourg, deux volumes, pardon, deux volumes. On va faire des enchères après. Deux volumes. Et qu'ils ont choisi les moins conflictuels, disons, mais en les encadrant avec plusieurs préfaces. Hein. D'abord, une de Lénine, en expliquant en quoi Rosa Luxembourg s'était trompé. Ensuite, une de Wilhelm Pieck, qui était le chef stalinien de la RDA, en expliquant que Rosa Luxembourg n'avait rien compris au marxisme, etc., etc. Et Walter Umbericht aussi, expliquant pourquoi Rosa Luxembourg était erroné. Donc, c'était bien encadré, les textes, par ces différentes préfaces. Alors, une chose amusante, j'ai trouvé ces deux volumes dans un bouquiniste. Et il y avait une dédicace, pas des Rosa Luxembourg, une dédicace des années 50, parce que c'est paru dans le début des années 50, qui disait, cher camarade, en anglais, cher ami, voilà deux volumes des écrits de Rosa Luxembourg, je m'excuse. On s'excuse, nous deux on s'excuse de vous envoyer un volume avec tous ces préfaces inutiles, mais c'est le seul qu'on a trouvé. Signé Isaac et Tamara. C'est Isaac et Tamara Deutscher. Hein. C'est un livre qu'il a envoyé à un ami. Hein. Bon, cet ami est probablement mort et ses enfants ont vendu la bibliothèque à un bouquiniste, c'est là où je l'ai trouvé. Bon, donc, il y a cette édition-là. Après la désestalinisation officielle, mais quand même, en RDA, dans les années 80, si je ne me trompe pas, on commence à rééditer, à éditer plutôt sérieusement, les œuvres de Rosa Luxembourg, complètes en principe, en ordre chronologique. Hein. Et il y a eu, je ne sais pas combien de volumes qui sont parus. Bon, ça c'est un travail sérieux, fait de façon scientifique, avec disons, les notes et tout ça. Bon, c'est un bon travail. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quel volume ils sont arrivés. Bien, c'est interrompu par la fin de la je peux ajouter. Voilà, tu ajoutes. Donc, il y a eu deux types différents d'éditions. Hein. Voilà. La deuxième, on peut faire des critiques, évidemment, à la limite, mais enfin, ce n'était pas un pur produit du stalinisme comme la première. Voilà. Éric, tu veux rajouter et puis... Alors, je voudrais répondre à quelques commentaires de Julien. Écoute, je ne pense pas que la thèse de doctorat de Rosa Luxembourg sur le développement économique de la Pologne soit la meilleure chose qu'il a écrite sur la question nationale. Hein, parce que ça pâtit encore d'une vision trop économiciste. Elle dit, bon, l'industrie polonaise dépend du marché russe, donc il ne peut pas exister de Pologne indépendante. C'est un rêve utopique. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, ces écrits, après, sur la question nationale, l'autonomie en Pologne, sont beaucoup plus nuancés, La thèse, quand même, à mon avis, pâtit d'un certain économicisme. Par contre, là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que Rosa Luxembourg avait compris, contrairement à Lénine, que la conscience des classes est quelque chose qui surgit dans la lutte, dans l'expérience pratique, dans la praxis révolutionnaire de masse, des travailleurs, du peuple, etc. C'est la philosophie de la praxis de Marx, les thèses sur Feuerbach. Hein. Et, bon, la conscience, dans la praxis révolutionnaire, les gens, les travailleurs, les opprimés, transforment les circonstances et se transforment eux-mêmes, hein, leur conscience, etc. Donc là, elle a compris ça, et je pense que ça donne c'est la supériorité de ses écrits sur les grèves des masses, sur la révolution, par rapport à Lénine qui, surtout
Kieffer avait cette vision mécanique héritée de Kautsky, d'ailleurs. C'est Kautsky qui a inventé cette histoire que la conscience des classes est introduite du dehors, hein, bon, par les intellectuels, les partis, bon, etc. Bon, c'est vrai que Lénine, en 1905, a rectifié, hein, le camarade qui a dit ça, c'est vrai. Les écrits de Lénine pendant la Rousseau en 1905, c'est un autre son de cloche. Mais malheureusement, le léninisme, et pas simplement les staliniens, ont codifié Kieffer comme étant la pièce maîtresse du léninisme, du bolchevisme léniniste. Bon. Et ça jusqu'aujourd'hui. Hein, je ne vais pas citer des noms, mais bon, c'est comme ça. Bon. Donc, je pense que la critique de Rosa Luxembourg, elle est toujours actuelle là-dessus. Bon. Et bon, la question nationale, on ne va pas résoudre ça maintenant en 5 minutes, c'est très compliqué. Mais je voudrais dire, avec toutes les critiques que je fais à Rosa Luxembourg sur la question nationale, et Eric a raison, cette bataille qu'elle a menée jusqu'au bout, qu'elle a payé de sa vie, hein, contre l'idéologie nationaliste, c'est fondamental. Hein, c'est vraiment quelque chose de central dans toute conception qu'on peut avoir de qu'est-ce que c'est le socialisme, l'émancipation, la révolution. C'est contre l'idéologie nationaliste. Bon, je pense que là, vraiment, elle avait mis le doigt sur quelque chose d'absolument décisif. Hein. Je pense que là, on est tout à fait d'accord. Et je voudrais conclure juste en disant que j'étais très ému en écoutant Selma parler, en disant, et peut-être, disons, la contribution de Rosa Luxembourg a quelque chose à voir avec le fait que c'était une immigrée, hein, même sans papier au début, elle était sans papier, elle a dû faire un mariage blanc pour réussir à avoir de papiers d'identité allemand. Hein. Ça a sans doute aidé à qu'elle soit quelqu'un qui a une distance par rapport à cette société allemande avec ses règles, sa culture un peu pesante, qui a contaminé la social-démocratie. Bon, voilà, quelqu'un qui vient du dehors, qui est un immigré, qui est un peu marginal, hein, qui a une certaine distance critique par rapport à cette société, ça a contribué sans doute à cette acuité de sa vision révolutionnaire. Et je pense que ça peut s'appliquer dans d'autres cas où on trouve des gens qui sont des gens, des parias hein, dans la société bourgeoise, comme les immigrés, comme les sans-papiers, etc. Voilà, c'est tout.